Chers étudiants de l'Îlerie et auditeurs venus d'ailleurs, bienvenue sur l'épisode introductif de Il écoute. On décrypte, on partage, on connecte pendant une trentaine de minutes. Entre l'analyse de Wagner, informations sur la rentrée, discussion avec notre pilou légendaire, conseiller des restos ou manger autour de l'Îlerie, et enfin une petite réflexion sur le thème de l'échec, aujourd'hui c'est un programme chargé qui nous attend, mais tout d'abord, jingle. Tant de mots que j'aimerais dire et tant de choses qui me traversent l'esprit, mais alors heureusement, je suis à l'écoute, il écoute. Tant de mots que j'aimerais dire et tant de choses qui me traversent l'esprit, mais alors heureusement, je suis à l'écoute, il écoute. Et voilà, c'était le jingle que Teddy a écrit pour nous. Bon, vous avez écouté qu'un court extrait. La musique en entière est disponible sur toutes nos plateformes. Et on remercie chaleureusement Teddy Moussinga qui a écrit ce jingle pour nous, avec le cœur. Et on en est très content parce qu'il représente bien l'association. Maintenant, on va donner la parole à Rémi, qui est notre monteur, mais qui est aussi le référent de la rubrique Il Analyse, pour nous parler d'une milice privée que nous connaissons tous, Wagner. Le 23 août 2023, Evgeny Prigojine, chef de la société militaire privée Wagner, est mort dans un crash d'avion au nord de Moscou. Bon, jusque-là j'espère que je vous apprends rien. Mais enfin, ça vaut quand même le coup de resituer un peu tout ça. C'est quoi une société militaire privée, ou SMP? Wagner c'est quoi? Et le plus important, maintenant que le patron est mort, qu'est-ce qui va se passer? Pour bien comprendre ce qu'est une SMP, il faut faire un tour du côté de la définition historique du mercenariat. Même si le contexte est un peu différent, le concept n'est pas très éloigné. Bon, le mercenariat en une phrase, c'est quand un acteur politique, pour des raisons qui regardent que lui, décide de recruter des forces armées en dehors du cadre militaire institutionnel. Et vous vous en doutez, le concept de « je te paye pour faire la guerre à ma place », il date pas d'hier, on en a des preuves qui remontent à plus de 2000 ans. Des armées privées, il y en a toujours eu dans l'histoire. Si bien que même Nicolas Machiavel avait son avis sur la question, et il y allait pas avec le dos de la cuillère. Je vous la fais courte, mais en gros il disait qu'ils étaient pas connus pour leur courage, leur intelligence ou leur loyauté. En fait, engager des mercenaires, c'était même la pire chose à faire selon lui, car ils se retournent toujours à un moment ou à un autre contre leurs employeurs. Du style, on les retrouve à 200 km de Moscou, ils veulent décapiter l'état-major en pleine invasion du pays d'à côté. Aujourd'hui, des SMP, il y en a sur tous les théâtres de guerre. À l'appel, on en trouve des américaines, des anglaises, des françaises, des chinoises, qui sans forcément servir un état mafieux, font rarement l'actualité pour leur philanthropie. On pense notamment au scandale d'Abu Ghraib en Irak et de l'implication des SMP américaines Cassie et Titan Corporation poursuivies pour violation des droits de l'homme. Mais c'est super pratique pour un état une SMP. C'est l'entreprise qui est responsable juridiquement en cas de bavure, ça coûte pas cher, c'est pas trop cramé, on peut taper sur les journalistes quand ils posent des questions et on peut même placer l'entreprise en bourse. En bref, pourquoi se priver? Et ça, Evgeny Prigojine et Dmitri Utkin, ils l'ont bien compris quand ils créent le groupe Wagner le 1er mai 2014. Alors on recrute qui? Des vétérans de guerre de Tchétchénie, des repris de justice, des soldats envoyés de l'armée, des criminels de guerre, bon bref, que des mecs adorables. Pour les chiffres, ils sont pas publics et ils fluctuent beaucoup, mais ils seraient aujourd'hui entre 10 et 20 000 dans le monde. Mais alors pour faire quoi? Pour, je cite, défendre les intérêts de la Russie à l'étranger. Du coup, des soldats de Wagner, on en a vu en Syrie, au Soudan, en Centrafrique, en Libye, au Mali, au Burkina Faso, au Mozambique, à Madagascar, au Venezuela et bien sûr, en Ukraine. Et quand on fait pas tout simplement la guerre, on protège les dictateurs, on exploite les mines, on tue les journalistes, en bref, on défend les intérêts de la Russie à l'étranger. Mais le chef de guerre, ami de Poutine, fondateur et community manager de Wagner, Evgeny Prigojine, est mort dans un crash d'avion. Mais c'est sûrement plus compliqué que ça. Bien que l'enquête soit conduite par la Russie, on ne sait pas trop quelle crédibilité donner à leur travail. Prigojine est mort, apparemment. C'est un accident, on n'y croit pas beaucoup. D'autant plus quand Poutine l'a officiellement qualifié de traître, et qu'on sait le traitement qu'il réserve aux traîtres. En somme, aujourd'hui les combattants de Wagner sont éparpillés aux quatre coins du monde, sans chef. La plupart seraient en train d'intégrer l'armée russe ou de rentrer chez eux, et leur matériel généreusement donné par la Russie est généreusement récupéré par la Russie. Et si Wagner semble rendre l'âme, il faut bien se rendre compte de l'ampleur du personnage qu'est Prigojine. Outre le chef de guerre, c'est aussi un chef d'entreprise, et notamment de ce qu'il appelait l'Institut de recherche sur Internet. Ce que nous on appelle une usine à trolls. L'usine à trolls, ça sert à influencer des élections en manipulant les algorithmes. Le terme exact, c'est l'astroturfing. Ils auraient interféré dans l'élection américaine de 2016 ou l'élection française de 2022 pour vous donner un exemple. Bon, qu'est-ce qu'on en retient? L'un des hommes les plus puissants de Russie est mort dans des conditions un peu étranges. C'était le chef d'une des sociétés militaires privées les plus puissantes du monde, un très proche de Poutine. Il laisse derrière lui le groupe Wagner, et pire que ça, il laisse derrière lui l'empire de Prigojine, qui est tout simplement indispensable à la Russie.
Que ce soit pour conquérir l'Afrique, influencer nos démocraties, protéger les copains dictateurs, se débarrasser des opposants en fait, partout où le drapeau de pirate de Wagner passe mieux que celui de la République de Russie. Même si le patron est mort et que Wagner semble être doucement absorbé par la Russie, il est peu probable qu'on n'entende plus jamais parler de la plus célèbre des SMP. Les implications géopolitiques de sa mort sont pour l'instant complètement floues et son impact sur le cours de la guerre en Ukraine encore plus. Néanmoins, Evgeny Prigojine peut se tarir là où il est, d'être le premier à avoir cumulé les fonctions d'aubergiste et de chef de guerre depuis 1810 et Andreas Hofer pendant les guerres napoléoniennes. C'était le premier épisode d'Île décrypte sur Wagner et les SMP. Merci de l'avoir écouté, on se retrouve dans 2 semaines. Merci Rémi pour toutes tes informations sur Wagner et les sociétés privées. Après cette actualité un peu lourde, on se retrouve pour quelque chose d'un peu plus léger. Et oui, après s'être quitté il y a près de 4 mois, il est temps pour nos étudiants de retourner à l'Îlerie. C'est la rentrée. Sans plus attendre, je donne la parole à Alexandra pour Ça se passe à l'Îlerie. Merci Rémi pour toutes tes informations sur Wagner et les sociétés privées. Après cette actualité un peu lourde, on se retrouve pour quelque chose d'un peu plus léger. Et oui, après s'être quitté il y a près de 4 mois, il est temps pour nos étudiants de retourner à l'Îlerie. C'est la rentrée. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est moi Alex qui vais vous présenter la rubrique Ça se passe à l'Îlerie. Tout d'abord, vous devez savoir que la rentrée se déroule la semaine du 18 septembre. La journée reste assez typique avec un pot d'entrée, une présentation de l'équipe de l'Îlerie. Pour les nouveaux entrants, un test de langue est à prévoir. Et l'après-midi, vous aurez vos activités. Les B1 feront leur entrée le lundi 18 septembre et les B2 le 19 septembre. Petite exception pour les B2 qui auront leurs activités le mercredi 20 septembre le matin. Pour les B3 en programme d'anglais, en full English, ils commenceront le 19 septembre. Et pour les B3 en programme de français, ils auront leur entrée le 20 septembre. Le B2 a prévu des pots d'entrée tous les soirs de la semaine du 18 et un repas le midi pour les B1 le lundi. Et d'autres activités qui restent secrètes pour le moment. Pour suivre l'actualité de la vie étudiante au sein de notre école, pensez bien à vous abonner au compte BDE e-l'équipe sur les réseaux sociaux. Cela vous permettra d'être à l'affût des différents événements d'intégration. Évidemment, vous ne louperez pas la soirée d'intégration et encore moins le fameux week-end d'intégration. Avant la rentrée, certains documents sont nécessaires, donc n'oubliez pas de les fournir à l'école, tels que la CVEC, qui est obligatoire et vous est demandée pour obtenir votre carte étudiante. N'oubliez pas qu'elle se renouvelle tous les ans. Pensez au transport, surtout au pass Navigo, qui prend un certain temps à faire. Soyez prévoyants et ne le faites pas au dernier moment. Pour ceux qui ont déjà un pass Navigo, pensez à le recharger. Pour les nouveaux étudiants qui auraient des questions particulières, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux afin qu'on puisse aborder les différents sujets dans cette rubrique. J'ai fait une sélection de 3 questions qui revenaient assez souvent et auxquelles nous allons y répondre. Première question, à quoi ressemble un emploi du temps typique ? Nous ne pouvons pas dire clairement puisqu'il change chaque semaine, il y aura des semaines plus ou moins chargées selon les mois. Vous retrouverez votre emploi du temps sur l'application 365 Learning. Vos identifiants et mots de passe vous seront donnés à la rentrée et s'il y a un problème, n'hésitez pas à contacter l'administration. Cependant, nous avons environ 24 heures de cours par semaine. Deuxième question, est-il nécessaire d'avoir un ordinateur pour prendre les cours ? Il est vivement conseillé, vous aurez de nombreux travaux de groupe, exposés, dossiers ou encore mémoire, donc les recherches seront constantes. Vous serez plus efficace avec un ordinateur pour vos prises de notes. Dernière question, comment choisir son association ? Tous les jeudis après-midi, les étudiants se retrouvent pour leurs associations universitaires. Vous aurez l'occasion la semaine de la rentrée d'assister au forum des associations afin de discuter et mieux connaître les différents sujets abordés dans ces associations. Certains hésitent entre 2 assos ? Pas de panique, vous pouvez en faire plusieurs, en alternant votre présence à chacune d'entre elles. Mais si vous voulez vraiment vous investir, il est préférable d'en choisir qu'une seule. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Ça se passe à l'Îlerie, c'était Alex, je vous dis à bientôt. Merci Alex pour cette rubrique. Et oui, si nous avons hâte de voir les nouveaux Ilériens, nous sommes aussi heureux de retrouver les anciens. En voilà d'ailleurs un, tout juste revenu du Vietnam, et qui a plein de choses à nous raconter. Chers Ilériens et auditeurs venus d'ailleurs, bienvenue dans ce premier épisode de la rubrique Les Ilériens, dans laquelle nous allons découvrir des profils de personnes qui contribuent à la vie de l'Ilérie. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Pierre-Louis, alias Pilou. Bonjour Pilou, comment vas-tu ? Écoute Alexis, je pense que Pilou va très très bien, étant donné que ça fait 2 mois que je t'ai pas vu et ça me fait extrêmement plaisir de te revoir. Moi aussi ça me fait très très plaisir de te revoir, j'ai hâte que tu me racontes toutes tes péripéties que tu as eues au Vietnam,
Mais pour l'instant, j'aurais 2-3 questions à te poser si ça te dérange pas. Ça me dérange pas étant donné que j'ai plein d'histoires et de réponses à te donner et à te raconter, Alexis. Première question, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne connaissent pas, surtout les B1 de cette année? Pour toutes les Ilériennes, les Ilériens et les auditeurs venus d'ailleurs, je m'appelle Pierre-Louis Zamboni, alias Pilou, comme vous avez pu l'entendre. Alors je suis en 3e année à l'Ilérie, je rentre d'un stage au Vietnam et je pars en Corée l'année prochaine pour un semestre à l'étranger, voilà. Deuxième question, pourquoi as-tu choisi l'Ilérie? Bon, alors moi j'ai choisi l'Ilérie pour plusieurs raisons, notamment parce qu'en fait je voulais faire du droit international de l'espace, mais également en fait moi ce que je voulais faire c'est surtout travailler sur l'Asie. Moi j'ai ouï dire qu'il y avait 2-3 personnes qui t'avaient fait envie de venir à l'Ilérie ou qui te rendent la vie heureuse à l'Ilérie. Bon écoute Alexis, cette question est très très vilaine, mais écoute, je vais révéler mon grand amour. Depuis que je suis arrivé à l'Ilérie, j'adore la présidente de Il Écoute, Oriane Badji, je l'aime. Mais il y a une autre personne dans cette école que j'apprécie énormément, il s'agit de David Vauclair, le directeur de cette école, et je ne peux exprimer mon amour pour cette personne. Très bien, je suis heureux de le dire, mais j'ai pas entendu mon prénom, ce qui est dommage. Troisième question. La vie associative à l'Ilérie est très très présente. Est-ce que tu pourrais nous parler davantage de tes engagements, de ton association et de ton rôle que tu occupes dans cette association? Donc la vie associative à l'Ilérie est extrêmement vivante, notamment dans certaines associations, dont la 2e meilleure association de cette école, Ilérie Debating Society, tais-toi, dans laquelle vous allez pouvoir améliorer votre rhétorique, mais aussi votre art de parler en public, et ça c'est super important pour vous. Mais la meilleure des associations reste celle qu'on a pu créer avec Shirley, Alexis Wysikowski qui est droit devant moi et qui vous parle en ce moment à l'antenne, Camille Auger, Marion, Charlotte, Lucia, etc. Bref, c'est magnifique et nous on vous prépare une année de fou sur l'Asie et l'Océanie et on vous attend nombreux, voilà. Très nombreux. Pour une dernière question, à l'Ilérie, les stages chaque année sont obligatoires. J'ai entendu dire que tu as passé un stage incroyable au Vietnam. Je voudrais que tu m'en parles un petit peu. Écoute, y a plein de choses à dire sur le Vietnam, mais bon, en tout cas, j'ai fait mon stage à Ho Chi Minh City, la capitale économique du Vietnam, bien évidemment, dans un cabinet d'avocats d'affaires internationales qui s'appelle Fidal Asia Attorneys, dans lequel j'ai pu mener des études sur le développement du Vietnam, sa coopération sud-sud, ainsi que son développement intérieur, économique intérieur, à savoir l'agriculture, la transition énergétique, et tout le tralala, voilà, et j'étais en compagnie de Maxence Gilabert, qui est un très bon élève à l'Ilérie aussi, voilà. Et j'aurais bien aimé être avec Alexis parce qu'il m'a beaucoup manqué. Hein. J'aurais aimé être avec toi aussi, mais j'ai pas pu être là, j'étais aux Pays-Bas, moi, sur d'autres objectifs. Arrête de failloter. Non, pas d'arrête. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions, Pilou. Pour ce premier épisode de la rubrique Les Ilériens, nous te remercions et on te dit à bientôt. C'est bien beau tout ça, mais il faut préparer la rentrée. Il y a une chose à savoir sur l'Ilérie, malheureusement, nous n'avons pas de cantine. Mais ne vous en faites pas, Adélaïde arrive à la rescousse pour vous proposer quelques restaurants autour du campus dans les bonnes astuces de la semaine. Bienvenue à tous et à toutes dans la rubrique Les bonnes astuces. Dans cette rubrique, je vais vous partager des conseils et des tips qui pourront vous aider dans votre vie étudiante. Dans cet épisode, on va parler bouffe. En vrai, on va pas se mentir, après un cours magistral de 3 heures voire 4 heures, ou juste après un cours de 11 heures à 13 heures, on a juste une envie, manger. C'est pour ça que je suis là. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tous les goûts, de l'italien au japonais, du libanais au coréen, c'est-à-dire pour les experts, des rigatoni au bibimbap. On excusera ce fameux accent, j'ai pas pris italien en 3e langue. Tout d'abord, sachez que vous allez principalement trouver votre bonheur dans la rue Geoffroy d'Aban. Vous y trouverez un Franprix. Ensuite, pour les meilleurs et pour ceux qui ont le palais le plus fin, vous trouverez le fameux restaurant coréen Oiso. Il est familial et vous pourrez y déguster du poulet frit, du japchae, du kimchi, des bibimbap et j'en passe. Leurs formules, elles sont aux alentours de 8 à 12 euros. Juste en face d'Oiso, vous pourrez également aller déguster des pâtes à Baba et Elsie, aka le bar à pâtes. Vous y trouverez des pâtes au saumon, des pâtes aux champignons, des pâtes au fromage, des carbos et même des lasagnes. Petit coup de cœur personnel pour leurs cookies, ils sont super moelleux.
Et aux dernières nouvelles, leur menu se situe entre 6,40€ et 10€. Si vous avez des envies de falafel, de sambousek, allez chez Ranouche, au 19 rue Geoffroy d'Aban, il est excellent. Vous trouverez également dans la rue Geoffroy d'Aban un traiteur italien, un japonais et de nombreuses boulangeries et pâtisseries. Pour les boulangeries et pâtisseries, il y en a pas mal dans le quartier. Par exemple, vous avez le grenier à pain et ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas les grands fans des traiteurs chinois. Vous pouvez en retrouver un 101 rue de Tocqueville et un autre 90 rue de Lévis. Il va être juste à côté du Haut-Tacos. Bon, ça a été fructueux. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, je vous laisse explorer le quartier, ramener vos Tupperware ou faire l'attente au distributeur. Petit conseil pour ceux qui utilisent les micro-ondes, faut que vous soyez patient. Et pour ceux qui espéraient prendre quelque chose du distributeur, je vous laisse prier pour qu'il y ait ce que vous voulez à l'intérieur et pour qu'il soit pas en panne. Bon les gars, je pense que c'est fini. On se dit ciao et à la semaine prochaine. J'espère que cette rubrique vous aura été utile. Nous arrivons bientôt à la fin du podcast. Mais avant de se dire au revoir, je vais prendre un peu la parole. Il serait temps de parler un peu de l'échec. Chers Illyriens et auditeurs venus d'ailleurs, bienvenue dans cette émission où nous nous aventurons au cœur d'un territoire rarement exploré, mais pourtant universel et redouté par tous. Ah, l'échec, ce mot énigmatique qui résonne comme une sonnerie d'alarme dans nos têtes. Il serait le synonyme de défaite, le pendant ténébreux de la victoire éclatante. Que ce soit à l'école, dans nos projets personnels ou même dans nos relations amoureuses et amicales, il se glisse partout. Cependant, réfléchissons un instant. L'échec n'est peut-être pas l'antithèse de la victoire comme nous le pensons tous. Travailler avec acharnement, investir des heures de réflexion, d'efforts et d'énergie, et pourtant, en fin de compte, échouer. Qui d'entre nous ne connaît pas cette déception cuisante ? Dans notre quête de réussite, nous sommes souvent conditionnés à croire que chaque effort sera récompensé. Cependant, la vie ne fonctionne pas selon ce schéma simpliste. L'échec ne suit pas cette logique de justice ou d'injustice. Cette peur de l'échec peut parfois nous pousser à abandonner avant même d'avoir commencé. Un bouclier mental se dresse, nous laissant croire que si seulement nous avions investi un peu plus d'efforts, le succès aurait été au rendez-vous. C'est une stratégie d'autodéfense contre l'inconnu. Cependant, bien souvent, c'est un mécanisme qui nous prive d'opportunités. Mais laissez-moi vous présenter Les Vertus de l'échec, un livre de Charles Pépin, qui éclaire quelques vérités qui pourraient nous étonner. L'échec serait comme un guide silencieux, nous montrant la réalité sous un nouvel éclairage, de manière plus profonde et bien plus rapide. Il nous aide à briser nos illusions, à poser les questions essentielles, à remodeler notre projet et à comprendre ce qui fonctionne vraiment. Il nous pousse à découvrir nos préférences, nos forces et nos faiblesses. L'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt l'occasion de se réinventer. Il nous ouvre des portes vers des destinées que nous n'aurions jamais envisagées. Pensons à Serge Gainsbourg, qui j'espère vous connaissez, qui a laissé derrière lui son rêve initial de devenir un peintre pour embraser la musique et la chanson avec succès. L'humilité devient alors une alliée. Elle nous aide à reconnaître nos limites, à remettre en question notre arrogance et à évoluer de manière durable. Des icônes, comme Steve Jobs, viré de la société qu'il avait fondée, et André Agassi, qui a perdu sa place de numéro 1 mondial, ont trouvé dans l'échec une source de créativité renouvelée et de compréhension du réel. Et maintenant, la question à se poser, c'est ok, Oriane, t'es bien gentille avec tes réflexions philosophiques sur l'échec, mais concrètement, comment on fait pour l'accepter et pour vivre avec nos vies ? Et c'est le moment où je donne quelques petits conseils, du haut de mon jeune âge. Mais bon, j'ai quelques tips qui pourraient peut-être vous aider. Déjà, il faut comprendre que ce n'est pas l'échec en lui-même qui nous fait grandir, mais la manière dont nous réagissons. Par exemple, dans le monde des startups, il existe la règle du fail fast, learn fast, donc échoue vite, apprends vite, avec mon superbe accent anglais. Nous oublions parfois que c'est précisément en prenant des risques et en affrontant l'inconnu que nous nous épanouissons. En réalité, la prise de risque, mesurée certes, est le chemin le plus court vers un succès durable. Et donc, concrètement, voilà mes quelques conseils pour affronter l'échec. Avant l'échec, apprivoisez vos peurs. Embrassez les risques et libérez-vous de l'idée que l'échec est à tout prix à éviter. Pendant l'échec, il faut faire face à une vérité incontestable, l'échec est là. Et on ne peut qu'accepter sa présence, ainsi que ses conséquences de notre vie. C'est après que tout se joue. Comment allons-nous réagir ? Déjà, il faut se rappeler que l'échec ne dicte ni votre valeur, ni votre identité. Ensuite, il est essentiel de prendre un moment où vous vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui a marché ? Est-ce un signe que je dois m'arrêter ? De quelle manière puis-je continuer ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer la chose ? Qu'est-ce qui ne dépendait pas de moi ? Et c'est important de se poser cette question. Il faut accepter que tout n'est pas sous notre contrôle. Il y a tellement de variables, d'éléments, de personnes qui affectent notre vie. Pour illustrer ce propos, j'utiliserai une parole de Marc Aurèle. Mon Dieu, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, la volonté de changer ce que je peux changer, et la sagesse de savoir distinguer les deux. En conclusion, faites des erreurs. Trompez-vous.
Relevez-vous et recommencez. Osez prendre des risques, car même une action qui échoue est préférable à l'inaction. L'échec n'est pas une fin en soi, sauf si nous le laissons prendre ce rôle. Comme le disait Miles Davis, il n'y a pas de pire erreur que de vouloir n'en faire aucune. Merci d'avoir écouté cette première rubrique de Il est temps d'en parler. J'espère qu'elle vous a plu. Et voilà, c'est la fin de cet épisode introductif. C'était notre tout premier épisode, le tout premier de l'aventure Il écoute, qui, on l'espère, durera longtemps. Alors soyez un peu indulgents pour le début. On attend vos retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, quoi qu'il en soit, on sera là pour vous répondre. Et on se dit à bientôt.